Bonjour chers découvreurs, je suis en excellente compagnie, à nouveau vous me direz, donc avec Alban Cambe, spécialiste du bushcraft et de navigation naturelle. Bonjour Alban. Bonjour les découvreurs. Donc je vais vous laisser vous présenter très rapidement. Je sais que vous êtes auteur de différents ouvrages, dont le dernier en date a été publié en 2020, donc Bushcraft, l'art de vivre et survivre dans la nature aux éditions Idéo. Vous écrivez également pour une revue, le magazine Survival, si on le prononce à l'anglaise, et Oui, ou vous organisez... Survival vu que c'est un magazine français. D'accord, très bien, bah, parfait. Survival, et vous organisez également des stages de bushcraft. Donc je vous laisse compléter et revenir sur votre parcours. C'est ça. Alors, pour tout vous dire, en réalité, dans la vie de tous les jours, on va dire, je suis professeur de sciences de la vie et de la terre. Et il y a quelques années, j'avais fondé ce qu'on appelait le club survie. Donc c'était sur la pause de midi et 14 heures. Je prenais quelques élèves volontaires et on allait dans le parc juste à côté du collège ou dans les bois juste à côté pour découvrir les ressources naturelles. Donc en fait le terme survie c'était plus une accroche pour faire découvrir à mes élèves des plantes qui se mangent, des champignons utiles, comment on allume un feu, etc. Et de fil en aiguille, en fait, ça a pris un petit peu de proportion, puisque les élèves tenaient un blog dans lequel ils expliquaient tout ce qu'ils avaient découvert. C'était aussi ça l'intérêt du club, c'était de les faire un petit peu écrire. Et très rapidement après ça, on m'a demandé d'animer des stages pour des adultes. Et on est venu me chercher donc pour participer à ce magazine qui s'appelle Survival et qui existe encore de nos jours et qui fonctionne très bien, qui se focalise sur le survivalisme, sur la sécurité personnelle, mais aussi sur tout ce qui concerne l'outdoor, la nature, et pour lequel j'interviens donc essentiellement sur la question des ressources naturelles. Et du coup, effectivement, grâce à Survival, j'ai commis plusieurs ouvrages sur ce thème-là, donc bushcraft, navigation naturelle, et il y a encore d'autres projets en cours. Et voilà, si je fais ça, avant tout, c'est pour mon plaisir, parce que le bushcraft, pour moi, c'est une passion. Et il faut quand même préciser que lorsque j'anime un stage, c'est dans le cadre associatif. C'est-à-dire que je donne du temps, je propose des stages, enfin je propose des connaissances à mes stagiaires, mais je n'en tire pas une rémunération. Je fais ça dans le cadre associatif parce que je ne veux pas que ma passion devienne un impératif financier. Oui, un gagne-pain, oui. J'ai pas envie de devoir payer mes factures à faire des stages pour parfois animer par exemple des événements qui ne me stimuleraient pas ou qui ne m'intéresseraient pas. Donc voilà, ma démarche c'est ça, c'est vraiment la passion, l'émerveillement aussi face à la nature. Et du coup j'essaye d'en faire profiter le maximum de personnes grâce à mes livres, grâce à mes articles et grâce aux différents médias, réseaux sociaux, etc. Très clair. Et par rapport au bushcraft et la navigation naturelle, donc j'ai écouté votre nouveau podcast, donc que je recommande à tout le monde, qui explique cette différence, mais pour les découvreurs qui ne sont pas forcément au fait, juste connaître la différence entre bushcraft, navigation naturelle et même peut-être survivalisme, duquel vous avez parlé. Alors oui, en fait je dirais depuis 2010, quelque chose comme ça, on a eu une déferlante, notamment à la télévision. Il me semble, hein, je regarde pas trop la télévision, je dois avouer, avec des émissions de survie. Alors en particulier Seul face à la nature avec Bear Grylls, Ouais. qui a contribué en fait à populariser vraiment, enfin, ou plutôt à redonner un élan à toutes ces connaissances-là qui ont été oubliées durant la fin du XXe siècle. Donc on a vu des gens se réintéresser à ce qui pouvait se dérouler dans la nature. Euh, des gens qui réapprennent à faire du feu, qui redécouvrent des plantes comestibles, alors qu'en réalité nos anciens connaissaient déjà ces astuces-là. Et comme je le dis toujours, ma première expérience en fait ça a été ma grand-mère qui ramassait des plantes comestibles sur le bord du chemin lorsqu'on allait se balader. Du coup, pour moi, je suis toujours mal à l'aise de
parler de survie, pour la simple et bonne raison que je n'ai jamais survécu à un crash d'avion, je n'ai jamais été perdu en plein milieu de l'océan ou sur une île déserte. Donc ce qui m'anime, moi, c'est plutôt l'envie de découvrir ces petites ressources qui permettent de se débrouiller, qui permettent de prendre du plaisir ou de s'amuser tout simplement. Et c'est comme ça qu'on peut faire la différence entre ce qu'on appelle la survie, une situation où notre vie est immédiatement menacée par les éléments, par des prédateurs, par la faim, par la soif, et ce qu'on appelle le bushcraft, qui est en réalité un loisir. Donc le bushcraft, pour moi, c'est vraiment un loisir, c'est une discipline dans laquelle en fait on a un ensemble de connaissances et de compétences qui permettent de tirer parti des ressources naturelles. Cela dit, la navigation naturelle, dont vous avez parlé là juste à l'instant, fait partie, selon moi, du bushcraft ou fait partie de la survie. Ce sont tous les moyens qu'on a pour s'orienter, pour retrouver son chemin, pour lire le paysage, sans utiliser de boussole ou de GPS par exemple. Donc on va regarder les étoiles dans le ciel, on va regarder la forme des arbres. On a peut-être déjà entendu parler de la mousse, mais c'est un très très mauvais exemple justement parce que ça ne fonctionne quasiment jamais. Et tout ça, en fait, on se rend compte que ce sont quasiment toujours les mêmes connaissances ou compétences qui sont utilisées, quelle que soit la discipline, qu'on parle de survie ou de bushcraft, puisque en survie, par exemple, vous allez peut-être être obligé de manger certaines plantes pour survivre, ou alors en bushcraft, vous allez manger certaines plantes juste pour le plaisir. Donc en fait, la différence entre la survie et le bushcraft, c'est essentiellement une affaire de contexte. Enfin, pour le dernier mot que l'on retrouve assez souvent, le survivalisme, là, déjà, il faut y mettre de gros guillemets, puisque dans la presse, habituellement, on a une utilisation de ce mot qui est assez délétère. Très souvent, on vous dépeint les survivalistes comme étant d'horribles personnages armés jusqu'aux dents, Et des et marginaux. notamment marginaux d'extrême droite, ouais. En réalité, le survivalisme est un mode de vie, disons, un courant qui vise plutôt à gagner un petit peu en autonomie. Donc on entend beaucoup parler également d'autonomie ces temps-ci, et en fait c'est juste le pendant un peu plus mainstream du survivalisme, si vous voulez. Là j'ai envie de m'adresser à tous vos auditeurs pour qu'ils réfléchissent tous, est-ce que dans leurs ascendants, ils n'avaient pas une grand-mère, un grand-père, un grand-oncle qui stockait des boîtes de conserve dans un cellier, qui élevait des poules, qui entretenait son potager avec lequel il pouvait se nourrir en permanence. Est-ce que parmi eux, il n'y en avait pas qui allaient à la rivière ou à la fontaine chercher de l'eau, ou tout simplement est-ce qu'ils n'avaient pas un puits chez eux? Eh bien, dans ce cas-là, désolé de vous l'apprendre, mais c'est que dans votre famille, vous aviez des survivalistes. Donc ce cliché du survivaliste bunkerisé avec des armes à feu et des stocks de papier toilette à n'en plus finir, ça c'est une caricature qui nous vient d'Hollywood et des médias américains. C'est une autocritique en fait qu'ils ont réalisée suite à la guerre froide, puisque durant la guerre froide, beaucoup de gens s'étaient laissés aller à la panique et avaient construit effectivement des bunkers anti-atomiques. Et réalisant que l'apocalypse nucléaire n'avait pas eu lieu, l'Amérique a réalisé son autocritique, et c'est pour ça que dans beaucoup de séries, dans beaucoup de films, dans les comics, dans les romans, vous pouvez souvent croiser voilà, des personnages un petit peu délirants, un petit peu agressifs, un petit peu marginaux et extrêmes, qu'on appelle les survivalistes. Mais pour moi, survivalisme ou autonomie, c'est synonyme. Et ce qui est intéressant à constater aussi, c'est que là, dans la description euh, mainstream, enfin, du coup, répandue des survivalistes qu'on se fait, souvent, justement, ils sont équipés à n'en plus finir. Ça devient quasiment gadget. Et j'ai l'impression que c'est un peu la chance de s'en sortir par le terme de bushcraft, qui, j'ai bien compris, c'est une histoire de contexte avant tout, mais où la démarche aussi me semble plus euh, rechercher le minimalisme et l'efficience en fait. Oui, exactement, et aussi chercher des solutions de rechange, chercher des moyens comment dire, chercher des ressources naturelles en fait qui permettent de pallier à l'oubli de tel ou tel matériel. Donc le bushcraft, oui, ça vise
en partie à acquérir une certaine autonomie dans la nature. C'est l'art de vivre dans les bois, hein, disons-le. Mais la finalité n'est pas de se préparer à une catastrophe comme on pourrait laisser l'entendre quand on parle de survivalisme. Alors qu'en réalité, beaucoup de survivalistes ne s'attendent pas à la fin du monde, mais juste essayent d'être un peu plus autonomes. Ensuite, concernant le minimalisme, effectivement, on cherche à réduire le matériel si possible. Alors je dis si possible parce que nous vivons dans une société où la publicité sur Internet a fait d'énormes progrès, où le consumérisme s'invite un peu partout, et désormais quand vous tapez bushcraft dans un moteur de recherche, les premières choses que vous allez trouver c'est du matériel. Vous allez trouver des boutiques qui vous vendent du matos. Alors qu'en réalité, si vous cherchez à pratiquer le bushcraft dans ses formes les plus fines, vous allez pouvoir vous passer vraiment de 95% du matériel que vous pourriez imaginer devoir transporter dehors. Et est-ce que par rapport à justement à cet état d'esprit consumériste que vous décrivez, c'est peut-être pas ce que recherchent hein, sûrement les gens qui s'adonnent à cette activité, mais aussi le fait que ce soit peut-être un peu, parfois un peu moqué justement et mélangé avec les survivalistes hollywoodiens, dans ce côté, bon ben en fait les gens qui font du bushcraft, c'est des petits groupes qui se forment à survivre dans les bois les week-ends et voilà, ils font des trucs dans les bois un peu comment dire, qui Un ne peu servent plus à rien en hardcore, fait. Oui, ouais. voilà, exactement. Hmm. Et qui ne nous servent pas forcément dans ce monde où voilà, on est équipé et où même, ne serait-ce que passer 48 heures d'affilée dans les bois, je pense que la majorité, en tout cas dans les pays européens développés, la majorité des gens ne le font pas, quoi. Ne le font Hmm. plus. Oui, alors ça c'est sûr que il faut pas se mentir. Si le survivalisme a mauvaise presse, c'est qu'il y a aussi de mauvais représentants. Et à n'en pas douter, il y a des gens qui voilà, se montrent un peu extrêmes, qui se préparent ouvertement à la fin du monde, etc. Donc les techniques, les compétences et les savoirs du bushcraft peuvent aussi être utilisés pour chercher à se préparer à vivre voilà, une catastrophe en s'extrayant par exemple de la ville. Donc de ce côté-là, il peut exister effectivement certains groupuscules, mais alors vraiment minoritaires je pense, qui s'enfoncent dans les bois avec du matériel pour s'entraîner, entre guillemets, à camper dans les bois, si on veut. Cependant, quand on parle de bushcraft, on va pas, au sens en tout cas occidental, hein, en Europe de l'Ouest et en particulier en France, on entend plutôt faire un séjour au cours duquel on est en bonne harmonie avec la nature, où on recherche justement cette communion avec la nature. Alors en France, comme vous l'avez dit, rares sont les personnes qui vont passer un peu de temps dans les bois et surtout passer des nuits dans les bois. Bon, ça s'apprend, ça se fait. Il y a un terme là qui est très en vogue qui s'appelle micro-aventure et où l'on retrouve des gens qui vont aller camper dans les bois. Et ensuite, il y a aussi une dimension un peu, comment dire, sociétale. C'est-à-dire qu'en France, on va appeler ça micro-aventure, on va appeler ça bushcraft. Mais en réalité, vous allez dans les pays nordiques, ils vont simplement appeler ça camping. Parce qu'ils ont l'habitude d'aller dans la forêt, au bord d'un lac, de faire un petit feu, de dormir en tente, même quand il fait froid, et avec du matériel, alors très performant, mais du matériel relativement rustique en fait. Et c'est aussi ce que vous disiez en préambule. J'ai l'impression que le bushcraft, au-delà des techniques enseignées, qui vont pouvoir être transverses avec d'autres courants, si on peut appeler ça, comme le survivalisme, c'est avant tout un état d'esprit et justement cette connexion à la nature que vous décriviez. Et je voulais savoir, peut-être plus dans le détail, ce que vous pensez déjà à titre personnel, mais aussi en l'ayant vu au sein de vos stagiaires, ce que ça peut apporter aux gens. Alors, à titre personnel, j'essaye de passer au moins une journée dans les bois par semaine. J'essaye d'aller bivouaquer, d'aller camper assez régulièrement avec des amis, avec des copains.
Moi, ce que ça m'apporte, c'est déjà un bien-être physique dans la mesure où on se déplace, on taille du bois, on porte du bois, on porte ses affaires, on doit mettre son corps en mouvement régulièrement. Donc déjà, il y a un aspect physique qui est indéniable, surtout lorsque vous entreprenez d'aller bivouaquer avec le sac à dos sur le dos, mais que vous devez parcourir quelques kilomètres avant d'atteindre le lieu. Donc on est déjà dans le bien-être physique. Ensuite, sur le plan psychologique, il est énormément démontré dans la littérature scientifique que le contact avec la nature, avec des lieux en tout cas naturels, avec des arbres, avec des plantes, etc., ça apporte un bien-être psychologique indéniable. Ça apaise les tensions. Et surtout, le psychologique se retransmet ensuite sur le physique. Donc on obtient un meilleur sommeil, on est moins stressé. Ça veut dire qu'on sécrète moins de cortisol, donc on a moins de soucis au niveau circulatoire, au niveau digestif, etc. Donc en fait, on se sent mieux globalement, je trouve, dans les bois. Après, il y a plein d'autres plans sur lesquels ça agit. Et l'un des plans qui m'a le plus surpris, c'est notamment la vision. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'Aldous Huxley, qui était donc l'écrivain qui a écrit Le meilleur des mondes. Tout à fait, oui. En réalité, lorsqu'il était très jeune, Aldous Huxley souffrait d'une vision catastrophique. Il était limite aveugle. Et il a réappris à voir grâce à la méthode de Bates, si je me souviens bien. Et la méthode Bates, en fait, c'est de l'orthoptie. Ce sont des exercices à faire avec les yeux. C'est ce qu'on appelle aussi le yoga des yeux. Et les exercices, ça consiste à fixer un point qui est loin, à fixer un point qui est proche, à regarder, enfin à fermer les paupières et à se tourner vers le soleil, ou alors regarder plutôt un endroit sombre, faire des mouvements constants avec les yeux, faire attention à sa vision périphérique, etc. Et en fait, ce que j'ai pu constater, c'est que moi qui passais beaucoup de temps sur les écrans, j'avais une vue qui n'était pas mauvaise, mais qui était quand même impactée par des années d'écran et de lecture. Oui, on est beaucoup dans ce Et en cas-là. allant dans les bois, eh bien, ma vision s'est améliorée, ou du moins s'est stabilisée. Et je ressens ce besoin d'aller dans les bois pour rééduquer mes yeux en permanence. Donc ça, c'est juste le petit effet qui se coule des sorties bushcraft, en fait. Voilà, ça fait du bien à tout. Et selon moi, le bushcraft intègre une grande dimension de ce qu'on appelle aujourd'hui le bain de forêt, ou le Shinrin-yoku, comment dire, cette médecine traditionnelle en provenance d'Asie, notamment du Japon et de la Chine. Donc bien-être psychologique, bien-être physique, voilà tout ce que ça peut apporter individuellement. Ensuite, bien sûr, au niveau personnel, les gens qui assistent à mes stages, par exemple, ils viennent rechercher soit des connaissances, ils viennent rechercher un accompagnement, je pense aussi, pour se lancer. Euh, il y a certains qui vont venir chercher un peu d'aguerrissement ou de rusticité, si on veut. Des gens qui veulent réapprendre à se passer un peu du confort moderne. Et enfin, je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à mes stages et à mes sorties pour apprendre des choses qu'ils ont oubliées ou des choses qui ne leur ont pas été transmises. J'ai énormément de parents, de nouveaux parents en tout cas, ou de nouveaux grands-parents, dont les enfants ou les petits-enfants ont 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et le message qu'ils me transmettent, c'est que mes enfants, j'aimerais bien leur apprendre les choses de la nature comme me l'avait montré ma grand-mère, comme me l'avait montré mon père, mais j'ai tout oublié, je ne sais pas. Donc en fait, les gens essayent de se réapproprier des savoirs qui ont été oubliés dans la deuxième moitié du XXe siècle, à mon avis, avec l'avènement de la télévision, des internets, etc. Hmm. Et il y a une question également que je me posais. Est-ce que, c'est peut-être pas d'ailleurs ce que les gens viennent chercher consciemment, hein, mais est-ce qu'il n'y a pas une recherche de confiance en soi? Je m'explique au sens où en acquérant des connaissances, quels que soient les domaines, mais là pour quelque chose qui peut toucher quasiment à la vie, pour le bushcraft, pour s'alimenter, s'orienter avec la navigation naturelle, euh, est-ce que ça permet pas de gagner confiance en soi puisqu'on sait, à notre petite mesure évidemment,
qu'on pourrait avoir un minimum d'autonomie, qu'on pourrait se débrouiller. Le gain de confiance en soi aussi également sur l'accomplissement concret de certaines choses, par exemple dans le froissartage, monter une table, ne serait-ce que monter une tente pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait. Donc une forme de réussite qu'on peut vraiment quantifier, observer. Et enfin, peut-être aussi une inversion dans ce qui est valorisé et non valorisé dans la société moderne. C'est plutôt l'intellect qui va être valorisé quand, je ne dis pas du tout que le bushcraft n'est pas intellectuel, mais il y a un côté qui est éminemment manuel et physique au sens littéral du terme, où justement une personne qui va avoir plus de penchant sur ce type d'activité va pouvoir mieux s'exprimer. Ouais, alors ça c'est indéniable. L'aspect gain de confiance en soi, c'est quelque chose, je pense que vers lequel tout le monde est attiré. À partir du moment où vous savez que pour passer la nuit, vous pouvez construire un abri d'une telle façon. À partir du moment où vous savez que sur le bord du chemin, vous avez des plantes comestibles, utiles, médicinales. À partir du moment où vous connaissez quelques arbres qui peuvent vous permettre de construire des objets ou de lancer un feu, à partir du moment où vous connaissez également certains champignons, vous réalisez très vite qu'en fait, cette forêt qui peut être inconnue ou totalement inconnue pour des citadins, en fait, elle regorge de ressources dont vous pouvez vous servir. Alors c'est sûr qu'il faut apprendre à les connaître, ces ressources, il faut apprendre à les utiliser aussi, mais quand vous faites le tour en fait de toutes ces ressources-là, vous y trouvez de quoi vous protéger, de quoi vous réchauffer en allumant un feu, de quoi purifier de l'eau par exemple, de quoi vous nourrir, de quoi vous soigner. Donc effectivement, vous vous sentez tout de suite un peu plus autonome. Et si vous vous sentez autonome, ça veut dire que vous pouvez vous passer de beaucoup de moyens d'assistance. Vous commencez à vous rendre compte qu'en fait, vous êtes capable d'entreprendre une sortie dans les bois sans pleurnicher, appeler maman et De toute vous manière, elle ne tenir viendra pas. prêt et vous tenir prêt à appeler les secours au moindre bruit. Hmm. Finalement, vous gagnez un petit peu en courage aussi. Et ça c'est évident. Et je pense que les expériences justement en bushcraft, lorsque vous allez bivouaquer, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. C'est ça qui nous fait grandir en fait. On n'a Et pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour vivre une expérience incroyable. Vous allez simplement dans la forêt qui est juste à côté de chez vous, vous trouvez une parcelle un peu étendue parce qu'il faut se faire discret aussi, et essayer d'y passer la nuit par exemple. hmm. Et ça, voilà, c'est des expériences extrêmement formatrices. Et forcément, après, vous vous sentez beaucoup plus aguerri pour tenter des expériences un peu plus marquantes. J'ai un ami désormais, il était venu assister à mes différentes sorties et à un stage pour se préparer à marcher les chemins de Compostelle en sachant que si c'est la galère et qu'il ne trouve pas d'endroit où s'abriter, il peut monter son abri et camper en bord de chemin. Donc il y a aussi cette recherche-là, effectivement, d'être capable de faire face à l'imprévu, de faire face à un manque quelconque de notre société moderne. Et du coup, on arrive à voir la forêt comme étant une extension de chez nous, dans laquelle on va avoir toutes les ressources nécessaires pour passer une nuit peut-être pas confortable, mais une nuit du moins supportable au cours de laquelle voilà, vous allez pouvoir lever le camp et repartir de bon chemin. Et ce qui est intéressant de voir aussi, enfin de constater, c'est que c'est une démarche dans laquelle on va désacraliser cet inconnu qu'est la forêt dont vous parliez. Et il y a des exemples concrets à ça. Il suffit de se renseigner un peu, de se confronter à ses connaissances des cas concrets. Par exemple, les champignons. J'ai entendu plein de personnes en se promenant dans les bois. Ben, moi, je préfère pas ramasser. Dans le doute, je préfère pas ramasser. Et ce qui est tout à fait sage, hein, d'ailleurs. Mais du coup, il suffirait juste de se renseigner un peu, de faire peut-être un ou deux stages de bushcraft, et on peut revenir avec le panier plein de morilles ou de cèpes. Pareil pour
dormir dans les bois et particulièrement seul, pour l'avoir déjà fait, c'est vrai que la première nuit, c'est très compliqué. Et là, je pense que bon nombre d'auditeurs se moquent de moi derrière leur poste, leurs écouteurs. Mais c'est quelque chose, psychologiquement, à laquelle on n'est pas du tout habitué. Et c'est vrai qu'en le faisant à plusieurs reprises, une deuxième, une troisième nuit, on va finir par y prendre plaisir et même un apaisement en fait. Parce qu'on s'y sera confronté et on aura désacralisé ce qu'on ne connaissait pas et balayant d'un revers de manche les peurs qu'on pouvait avoir. Ouais, exactement. Et l'expérience d'une nuit en forêt, euh, pour essayer de poser des mots dessus, pour expliquer aux gens qui n'ont jamais essayé de le faire, vous sortez totalement d'un endroit que vous connaissez, donc votre domicile. Peut-être que votre domicile est situé dans un ensemble urbain, un village, une ville. Vous allez, la première chose qui frappe en tout cas, c'est la différence de son. Puisque notre cerveau passe la majeure partie de son temps à masquer les sons qui sont indésirables autour de nous. Donc les voitures, le voisin du dessous qui joue de la guitare, etc. Tous ces sons-là, en fait, qui sont humains, qui ne sont pas naturels. Et lorsque vous allez aller en pleine nuit en forêt, là, vous allez redécouvrir les vrais bruits naturels. Et là, votre cerveau va être aux aguets en permanence, puisque la moindre chute d'un gland sur la litière forestière ou un écureuil qui va se déplacer, ça fait un bruit phénoménal. Alors, je vous laisse imaginer quand vous avez des sangliers qui passent juste à côté. Non seulement vous ressentez les vibrations du sol, vous ressentez les vibrations du son dans votre poitrine, mais vous avez également tous les cris. Un chevreuil qui aboie en pleine nuit, c'est quelque chose de super Ouais, surprenant et inquiétant même. Donc il y a toute cette dimension déjà sonore qui est particulière. Ensuite, il y a tous les autres phénomènes. Bon, psychologiquement, bien sûr, bah, on sait qu'on est dans un endroit ouvert. Donc ça veut dire que le danger, entre guillemets, il pourrait venir de tous les côtés, alors que dans notre chambre habituellement, il y a une porte et on sait qu'à la limite, s'il y a un danger, ça vient de la porte. Ensuite, le fait que le milieu soit ouvert, ça retient moins bien la température, enfin la chaleur. Du coup, votre abri doit être structuré d'une certaine façon et de toute façon, les variations de température sont très différentes. Ensuite, il y a l'ensoleillement également. En forêt, le soleil est caché très vite par la canopée. Dès qu'il descend un petit peu vers l'horizon, la luminosité chute drastiquement. Et du coup, il fait nuit très très tôt et bizarrement, votre horloge interne va se caler sur cette luminosité en déclin et vous allez avoir sommeil très très tôt. Même si vous êtes en plein été. Alors qu'à la maison, ben, vous allumez la lumière et vous pouvez rester devant Netflix à manger des chips jusqu'à minuit, quoi. Donc il y a plein de domaines très différents qui font que s'aventurer effectivement dans la forêt, les premières fois, ça peut être très perturbant. Mais au fur et à mesure qu'on y va, on apprend à domestiquer en quelque sorte ces sensations-là. Et on s'y retrouve comme si on était dans notre propre chambre, quoi. oui, c'est le Bien, terme bon. de réapprendre dont vous parliez tout à l'heure aussi. Mm. Ouais, Et, tout à et, fait. Et voilà, il faut réapprendre ces sons. Et plus on répète l'expérience, plus ça devient confortable. et est-ce que c'est pas aussi une façon d'apprendre ou de réapprendre l'humilité également? Puisque on se retrouve à la merci. Bah, faut voir le comportement de certaines personnes. Bon, on est à la merci d'un virus qui tue, hein, mais il y a eu vraiment des comportements assez irrationnels. On parlait du papier toilette tout à l'heure. On a pas mal tendance à paniquer quand même, enfin en tout cas les personnes urbaines et confortablement bien installées dans leur vie. Est-ce que là, d'être seul dans les bois, de se sentir menacé par le bruit d'un oiseau nocturne, ça ne nous confronte pas justement à notre petitesse par rapport à tout ça, à une nature qui continue sa vie, qu'on soit là ou pas là, qui nous tient dans sa main, en tout cas on peut se l'imaginer, alors qu'au final ça peut être un allié, comme on en parlait tout à l'heure. Est-ce que c'est pas une façon aussi de trouver l'humilité? Tout à fait, oui. Je cite souvent le titre d'un de mes livres préférés. Il s'agit des mémoires du colonel Freddy Spencer Chapman, qui était un commando en fait britannique
envoyé en Malaisie durant la Seconde Guerre mondiale. Cette personne-là a passé plus de 3 ans dans la jungle. Donc, faut imaginer ce que c'est la jungle là-bas, hein, avec les maladies qui se déclenchent immédiatement, Ouais. la malaria, les serpents, et surtout des Japonais armés jusqu'aux dents qui ne demandaient qu'à le fusiller. Hmm. Cette personne-là a passé donc 3 ans dans la jungle et ça l'a pas empêché de collecter des plantes qu'il a pressées en herbier pour envoyer régulièrement aux jardins royaux de Kew Gardens. Il observait les oiseaux, il en a fait des descriptions vraiment très très longues dans ses carnets personnels. Il regardait les ciels étoilés, il a observé des tigres, etc. Donc il était mais quasiment comme à la maison, quoi. Alors qu'il était traqué par des milliers de Japonais et qu'il souffrait de la malaria en permanence. Et le titre de ce livre-là, euh, c'est La jungle est neutre. Donc moi j'ai l'habitude de dire que la nature est neutre, la forêt est neutre. Et c'est en ça que ça nous renvoie à une certaine humilité, c'est vrai. On entend souvent dire, rien que le titre de l'émission de Bear Grylls, par exemple, Man vs Wild, ou Seul face à la nature, on a l'impression qu'on décrit la nature comme étant un endroit particulièrement hostile. Alors qu'en réalité, la nature, elle ne vous veut pas du mal en soi. La nature, elle est ce qu'elle est. Ce sont des écosystèmes qui fonctionnent de façon indépendante, que vous soyez là ou que vous ne soyez pas là. Si vous êtes dans la forêt et que une tempête de neige s'abat sur vous et que vous ne trouvez rien à bouffer, etc., bah, c'est pas de la faute de la forêt. C'est plus par votre impréparation, c'est plus par le fait que vous ne savez pas reconnaître des ressources comestibles, c'est plus par le fait que vous ne savez pas allumer un feu que votre vie est en danger. C'est pas à cause du climat, c'est pas à cause de la planète finalement. Donc l'humilité, elle est là aussi. C'est-à-dire que je sais que je vais dans les bois parce que j'ai des solutions à trouver. C'est parce que je connais certaines choses qui me permettraient de me sortir d'un mauvais pas. Mais en soi, la forêt, quelle que soit la saison, quelle que soit l'heure de la journée, quel que soit l'endroit où je vais, on ne peut pas la considérer comme hostile. Et par extension, en fait, on peut dire ce genre de choses de n'importe quel écosystème. Même le désert, finalement. Vous vous êtes perdu au beau milieu du désert de glace d'Antarctique ou en plein milieu du Sahara. Si vous vous retrouvez dans la galère, c'est soit la faute à pas de chance parce que votre avion s'y est écrasé, soit parce que vous ne vous êtes pas assez préparé et que vous avez cherché les ennuis. Hmm. Et comment, comment en fait on pourrait remettre cette rusticité, ce sens de l'adaptation dans nos vies? Parce que justement, vous parliez par exemple de ces différentes émissions et notamment celle de Bear Grylls qui plaisent énormément. Effectivement, on pourrait même prendre, bon, je vais sûrement vous faire bondir, mais le succès année sur année de koh qui est en tout cas de la survie du bushcraft pour beaucoup de Français. Mais ça tient un peu du spectacle, j'ai l'impression, dans le plaisir de le regarder. Et c'est pas forcément dans cette démarche d'apprentissage ou même de se dire, bon bah tiens, ça m'a donné envie d'aller camper demain avec ma famille. Alors, juste un mot sur koh. Pour moi, c'est une émission de régime. C'est un Forcé. rééquilibrage alimentaire. Alors, koh, on est bien d'accord, c'est un jeu. En tout cas, bon, moi je vous parle des anciennes versions de koh. Hmm. J'ai pas vu depuis plusieurs années, mais euh, pour moi, il n'y a aucune logique en termes de bushcraft ou en termes de survie derrière, puisque on met volontairement des gens en difficulté sur le plan de la nourriture, sur le plan de l'eau, et en plus, on exige d'eux une activité physique intense. Hmm. Donc là, il y a déjà une chose assez contradictoire qui fait que forcément, le moral en prend un coup, la psychologie devient très compliquée, et Oui. physiquement, certains craquent ou développent des maladies. Voilà. Et ça fait du spectacle pour le téléspectateur. Bien sûr, ça fait du spectacle pour vendre des parts de cerveau disponibles, c'est ce qu'on dit. Donc, pour la question de remettre la rusticité un peu au centre, un peu sur la table, moi je trouve que voilà, ce genre d'émission, notamment Seul face à la nature avec Bear Grylls par exemple, parce que c'est l'exemple en fait qui moi m'avait marqué à l'époque. C'est l'émission
alors pour laquelle j'ai du plaisir à regarder en prenant ça un petit peu au second degré, parce qu'il faut savoir que tout est organisé, c'est Oui, scripté c'est mis bien en sûr. scène un peu. Oui, mais c'est très intéressant parce que du coup, il vous présente quand même des ressources naturelles, il vous présente des méthodes pour se maintenir face à un environnement justement qu'on pourrait qualifier d'hostile. Et ce genre d'émission est en fait une porte d'entrée dans le milieu de la survie. Donc les gens qui vont regarder ça vont d'abord chercher le mot survie, ils vont se documenter sur les techniques de survie. Et au fur et à mesure qu'ils vont se documenter, ils vont peut-être réaliser qu'en fait, la plupart de ces techniques de survie passent par une bonne connaissance des plantes, des champignons, des arbres, une bonne connaissance également des animaux, par exemple, je pense au littoral avec les crustacés qu'on peut y récolter, ou alors même avec les algues. Bref, on va prendre conscience qu'en fait, on n'est pas seul face à la nature, mais on essaye plutôt de survivre à l'intérieur de la nature, en se basant sur ce que la nature nous propose. Donc, pour moi, ces émissions-là sont une porte d'entrée, et du coup, ça amène aussi les gens à se questionner, qu'est-ce que je veux vraiment en retenir? Est-ce que je me contente de boire mon coca et manger des chips devant koh, ou est-ce que j'ai envie d'en savoir un peu plus? Est-ce que justement, j'ai pas envie d'apprendre, par exemple, à allumer un feu? Voilà, Très est-ce que, concrètement. Ouais. voilà, concrètement, est-ce que moi, j'ai pas envie de bouger mes fesses de mon canapé, aller voir dans les bois ce qui se passe et allumer un feu, manger des plantes ou apprendre à reconnaître quelques champignons? Donc Est-ce- la rusticité, bien sûr, on peut y venir par ces émissions de télé-là, hein, y a aucun souci. Mais on peut aussi y venir en étant renvoyé à ce que savaient faire nos anciens. Voilà, moi j'ai toujours, comme je vous l'ai dit, l'image de ma grand-mère qui ramasse des plantes sur le bord du chemin lorsque j'étais petit. Faut savoir qu'elle a connu les privations de la Seconde Guerre mondiale et que pour elle, ces plantes-là, finalement, ça jouait un petit peu dans sa survie également. Donc tournons-nous vers ce que savaient faire nos anciens. On essaye de redécouvrir vraiment le talent de nos anciens, de nos aïeux. Et je pense on a aussi la nécessité pour les générations futures de transmettre ça, ou du moins d'essayer d'ouvrir les yeux à nos enfants, puisqu'on vit dans une période où le confort, en tout cas en France, hein, là on parle vraiment pour nous, Bien le sûr. confort en France a atteint son paroxysme, hein. Aujourd'hui on peut commander de la nourriture sur Internet, être livré sur le pas de la porte, être diverti 24 heures sur 24 par des séries télé, etc. Finalement, on n'a même plus besoin de sortir de chez nous. On est en télétravail, etc. Donc, je pense que par, j'ai envie de dire par humanisme en fait, par altruisme, pour aider finalement nos générations futures à mieux se développer, à ne pas être dépendants de tous ces systèmes-là qui, on l'a vu avec le Covid, hein, peuvent comment dire, se casser la figure ou du moins se gripper assez facilement. Il suffit de voir les premières semaines du confinement où les supermarchés étaient dévalisés avec des queues incroyables sur les parkings. Finalement, est-ce qu'on ne devrait pas, pour nos enfants, leur montrer juste comment faisaient les anciens, mais sans chercher à leur faire peur ou sans chercher à leur dire un jour il faudra que tu puisses manger des plantes dans la forêt, etc. Non, juste par curiosité, juste par plaisir. Et ensuite, effectivement, si ça devient nécessaire, et j'espère que ça ne le sera pas, qu'ils puissent se débrouiller dans les bois si la situation le requiert vraiment. Et est-ce que c'est pas, enfin, deux problèmes en tête, enfin, deux sujets que je voudrais aborder par rapport à tout ça. Le premier, c'est notre rapport au temps. Parce que aujourd'hui, tout est fait pour gagner du temps et au final pour en passer un maximum devant koh ou les réseaux sociaux. Bon, évidemment, je caricature, mais les tendances de fond sont là quand même. Est-ce que le bushcraft, c'est justement euh, trop demandeur en temps pour les gens? Je m'explique, dans cette acquisition de connaissances, dans l'activité en elle-même. Par exemple, ne serait-ce que faire bouillir de l'eau au feu. Ça va prendre beaucoup plus de temps qu'avec des plaques électriques, voire induction pour les plus perfectionnés d'entre nous. Est-ce que c'est pas devenu trop loin de notre façon de considérer, d'organiser nos journées?
Je reviens sur un point aussi duquel vous parliez tout à l'heure. Dans la nature, la nuit va tomber, on va se coucher forcément plus tôt qu'en appartement, puisqu'on a l'électricité. Et du coup, les journées à rallonge dans la nature n'existent pas. Or, pour un citadin lambda, c'est complètement son rythme, quoi. Et il y a un vrai décalage là-dessus sur ce rapport au temps. Oui, parfaitement, oui. De toute façon, le rapport au temps a été faussé à partir du moment où l'homme a inventé le feu. Ça c'est indéniable puisque avec le feu, on a de la lumière. Et la veillée, Avec la lumière, on peut prolonger la durée du jour et donc vaquer à ses occupations. Même si, bon, à l'époque, ça devait avoir son intérêt, hein, clairement. Sinon, on n'en serait pas là aujourd'hui. ouais. Pour ce qui est du rapport au temps, oui, c'est clairement de nos jours, on fait tout en un claquement de doigts. Et en fait, de nos jours aussi, on peut solutionner quasiment tous nos problèmes en dépensant de l'argent. Quand on est dans les bois, faire bouillir de l'eau, effectivement, ça va vous demander peut-être un peu plus de temps. Alors, virtuellement, j'ai envie de dire que ça ne prend pas plus de temps. Entre le moment où vous mettez, où vous remplissez la bouilloire, que vous la posez sur le feu de camp, on est kiff-kiff avec une plaque de cuisson, par exemple. Par contre, ce qui prend le plus de temps, c'est récolter le bois, c'est préparer la zone, c'est allumer les premières flammes, c'est constituer un foyer suffisamment puissant pour pouvoir faire bouillir de l'eau. Et peut-être même que cette eau, finalement, vous êtes allé la récolter dans un ruisseau, peut-être qu'il aura fallu la filtrer avant pour pouvoir la faire bouillir et que cette ébullition puisse la rendre potable. Donc c'est tout un ensemble de problèmes auxquels on ne pense plus de nos jours lorsqu'on veut consommer quelque chose. Et Hmm. l'eau, effectivement, il nous suffit d'ouvrir un robinet de nos jours et on a de l'eau potable. Alors que dans la nature, ça va demander beaucoup, beaucoup plus de temps. Donc ce rapport au temps, effectivement, est totalement biaisé dans notre société actuelle. Et ça peut être, oui, déstabilisant de retourner en fait à cet état un peu j'oserais pas dire primitif parce que c'est pas vrai, mais à cet état, disons, de moindre technologie. Cet état où on doit faire beaucoup plus de tâches pour pouvoir accéder aux mêmes résultats par rapport à aujourd'hui. Ouais. Hmm. Et là, du coup, enfin, j'y réfléchissais après votre réponse. En fait, c'est peut-être pas tant le rapport au temps, mais c'est notre rapport peut-être à l'organisation. Où effectivement, et notamment avec la technologie et tous les outils digitaux à notre service, on peut se permettre en permanence d'être désorganisé. Par exemple, d'arriver en retard. On peut prévenir les gens. De ne pas connaître le trajet. On a Google Maps, on a Waze. Ça, dans sa grande neutralité de laquelle vous parliez tout à l'heure, c'est impossible dans la nature. Oui, tout à fait. Alors, par contre, je pense que le temps est vraiment un incompressible dans la nature, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des tâches qui vont prendre du temps, clairement. Si vous voulez monter votre abri pour la nuit, ça vous prendra toujours plus de temps que simplement aller vous coucher dans votre lit. Par contre, en ce qui concerne l'organisation, alors c'est vrai sur le plan temporel, c'est vrai que là, il faut, bah, pour cette tâche simple de faire bouillir de l'eau, il faut prévoir en amont suffisamment de temps pour récolter le bois, préparer le foyer, etc. Par contre, je pense que ça nous force aussi à une meilleure organisation plus matérielle, puisque on est quand même obligé d'emporter du matériel sur le terrain, un minimum, que D'emporter, ce soit un couteau, etc. Et là, les rares personnes que j'ai pu voir en activité dans la nature et qui étaient totalement désorganisées sur ce plan-là, n'ont pas fait long feu, avec du matériel qui est perdu, des crises de nerfs voilà, une envie d'abandonner les projets dans la nature. Donc, d'un côté, ça nous force quand même à être beaucoup plus respectueux, je dirais, du matériel, du peu de matériel qu'on a. Et c'est en ça que ça rejoint aussi cette tendance du minimalisme, c'est-à-dire qu'on a peu de matériel, mais on le traite bien, et on a du matériel qui nous sert vraiment, pour lequel on a un vrai attachement, entre guillemets. et dans ce que vous décrivez, il y a aussi une notion là que je vois poindre, c'est vraiment une logique de responsabilisation aussi, justement. Hmm. La personne est responsable d'organiser son feu, donc qu'est-ce qu'il va lui falloir, combien de temps ça va lui prendre,
quel matériel je vais devoir prendre pour pouvoir m'adonner à telle ou telle activité. Faire aussi l'arbitrage entre le poids, le volume du matériel emporté. Et c'est aussi ça la beauté et l'aspect qui peut faire peut-être peur au début dans cette pratique du bushcraft. Oui, tout à fait. Bon, là, si on aborde le sujet du matériel, c'est un vaste sujet pour lequel on pourrait discourir pendant des heures. Hmm. Mais effectivement, c'est pour ça que je dis que le bushcraft, ça rejoint également l'autonomie. C'est que on ne peut compter finalement que sur nous-mêmes. C'est si vous vous aventurez dans les bois pour y passer 48 heures, pour y passer même juste une après-midi, ou alors pour faire un trek de 10 jours, bah, vous allez devoir ne reposer que sur vous-même. Donc c'est est-ce que je suis capable, avec le matériel que j'ai, d'allumer un feu, de construire un abri, de me préparer à manger, de me soigner aussi. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument souligner et qui est souvent oublié. Mais lorsqu'on s'aventure dans les bois avec un couteau ou a fortiori avec une hache, il peut se produire des incidents. Est-ce que je suis formé pour réagir à des blessures qui peuvent résulter de ma pratique? Et là, je parle vraiment de est-ce que j'ai au minimum mon PSC1? Est-ce que j'ai un minimum de matériel dans ma trousse de secours qui pourrait me permettre de faire face à une brûlure ou faire face à une coupure extrêmement grave? Donc le côté responsabilisation, il est là aussi. Il est dans ce côté-là. Je sais que je vais pratiquer une activité dans laquelle j'ai moins de matos, j'ai moins d'assistance que ce que je pourrais avoir en ville. Est-ce que je suis capable de faire face aux imprévus? Et également, un autre point en termes de responsabilité, c'est aussi le respect des lieux. Je pense que tout pratiquant de bushcraft, lorsqu'il commence à découvrir davantage de ressources naturelles, commence à voir vraiment la valeur de ces ressources-là et la valeur des écosystèmes. J'ai un exemple que je cite assez souvent, c'est l'exemple des orties. Pour beaucoup de gens, les orties sont des mauvaises herbes. Donc ça envahit les jardins, ça envahit les potagers, c'est vrai. On en retrouve assez souvent en forêt dans des endroits un peu reculés, puisque les orties sont très liées à l'activité humaine et adorent les sols qui sont riches en nitrates et phosphates. Donc c'est-à-dire que c'est les endroits où les gens vont aller uriner assez souvent. Donc C'est bon à savoir. ces endroits enrichis également par les excréments de chiens par exemple, bah, va y avoir des orties. Et souvent, lorsque j'accueille des enfants en stage, les premiers jours, vous pouvez les voir taper dans les orties à coups de bâton ou alors poser leur sac dessus exprès parce que, en gros, ce sont des plantes méchantes, entre guillemets. Hmm. Et petit à petit, on voit que les orties sont comestibles, qu'elles sont médicinales, qu'on peut transformer les feuilles, la tige ou la racine pour faire différents produits. Avec les tiges notamment qui sont très fibreuses, on peut réaliser des petites cordelettes et même on peut réaliser des vraies cordes, ou même on peut tisser des vêtements avec. Donc dès qu'on commence à découvrir un petit peu la richesse et la valeur de ces orties, bah, le regard change et ces enfants-là qui avaient tendance à détruire les parcelles d'ortie au début du stage commencent à mieux les respecter et savent désormais que voilà, ils peuvent y trouver des ressources intéressantes. Donc je pense que le bushcrafter, en fait, en soi, plus il va découvrir de ressources naturelles, plus il va apprendre à respecter son environnement. C'est pour ça que lors d'un bivouac, tout bushcrafter qui se respecte ramassera intégralement tous ces déchets, plus éventuellement les déchets qu'on va trouver éparpillés un petit peu autour et qui peuvent résulter de passages antérieurs, de personnes antérieures également. Et puis on efface toutes nos traces. Il y a un proverbe qui dit Leave no trace, et ça vraiment c'est le dicton en bushcraft qui fait référence, c'est-à-dire qu'il faut vraiment effacer toutes les traces, même le feu de camp, on ne laisse pas des braises à l'air libre, on ne laisse pas des charbons à la vue de tous, on dissimule, on camoufle, ce qui fait que bah, je dis souvent que oui, bah, je vais bivouaquer dans des parcelles, et si un jour je croise un agent de l'ONF, bah, je le mettrai au défi de retrouver l'endroit où j'ai campé, quoi. Hmm. Et ça d'ailleurs, ça va un peu à l'encontre bon, de certains états d'esprit qui ne peuvent s'empêcher de mettre un cadenas, de graver quelque chose,
de coller un sticker comme si leur passage devait rentrer dans la postérité. Et ça va complètement à l'encontre de cette logique, quoi. Ouais, exactement. Et les arbres gravés, les tags Ah, sur c'est certains terrible, ouais. arbres, sur les bancs, etc. Oui, oui, bah, ça ne peut pas s'inscrire dans la pratique du bushcraft, bien sûr. Par rapport à la responsabilisation dont on parlait juste avant, et notamment sur les premiers secours, donc je vous suis totalement, et d'ailleurs on avait fait une publication sur le compte Instagram des découvreurs à ce sujet, donc n'hésitez pas à aller vous former aux premiers secours, même hors activité bushcraft, ça peut servir à tout moment. Mm. Et ça se fait gratuitement à la protection civile, chez les pompiers, la Croix-Rouge, sûrement dans d'autres associations. Mais il suffit de se renseigner et il y en a souvent proche de chez vous. Et malgré le Covid, ça, les formations s'adaptent, mais elles continuent, donc ça, il faut le garder en tête. Par rapport à la responsabilisation dont on parlait tout à l'heure, on a beaucoup parlé d'état d'esprit aussi. Est-ce que du coup, dans le monde dans lequel on vit, il faut remettre et artificiellement, quelque part, de la contrainte? Je prends un exemple concret, par exemple, l'eau froide. Je connais personne dans mes proches qui est capable de prendre une douche, pas forcément glacée, mais à l'eau froide, voire tiède. Et il suffit d'être en voyage dans les endroits reculés ou quand il n'y a plus d'eau chaude dans le ballon d'eau chaude, j'en vois certains qui vont sauter leur douche. Donc j'ai rien contre les gens qui sautent leur douche, surtout en bushcraft, mais ça montre à quel point on est vraiment, on ne supporte pas la moindre contrainte en fait. Et vous parliez par exemple des services de livraison de repas tout à l'heure, entre la digitalisation et les modes de transport. Pareil, toutes ces trottinettes électriques, bon, les vélos, etc., c'est des inventions géniales, mais ça nous enlève cette contrainte de dépense en énergie, en temps, et on est vraiment devenu très doux, mais là au mauvais sens du terme en fait. Oui, je vous rejoins tout à fait. Cette contrainte, de toute façon, elle va s'exercer sur vous à partir du moment où vous allez quitter votre zone de confort. C'est pour ça que je dis que le bushcraft, aller bivouaquer, c'est avant tout quitter sa zone de confort, juste pour le plaisir d'essayer de grandir un peu en termes de développement personnel, quoi. Cette histoire d'eau froide, effectivement, elle est emblématique, j'ai envie de dire, des sorties bushcraft, puisque quand vous faites des sorties sur plusieurs jours, il arrive bien un moment où vous êtes obligé de vous laver. Redouté Ne... par tous les bushcraft débutants, les bushcrafters Ouais, débutants. alors soyons clairs, hein, la toilette, normalement c'est tous les jours. On essaye de nettoyer en particulier les plis, donc les aisselles, l'aine, l'arrêt des fesses, et puis au niveau des pieds. Sinon, pour quelqu'un qui est déjà parti en trek plusieurs jours, vous savez très bien que ça peut mal tourner. Ça peut provoquer des irritations, voire Mhm. des infections, et ça peut gâcher votre voyage. Donc, moi j'ai un exemple flagrant, hein, c'est quand je suis parti en Écosse pour traverser l'Écosse du sud vers le nord au cours de ce qu'on appelle la West Highland Way. J'étais parti, alors à la base je devais partir tout seul et je suis parti finalement avec deux copains à moi qui se sont invités sur le projet sans avoir jamais vraiment marché et sans avoir vraiment jamais campé. Et ça, c'est vu. Et ça s'est vu ouais, ça s'est vu tout de suite. Bon, je vous passe les détails, mais en gros, durant ce séjour-là, j'étais le seul à me laver dans les rivières froides et dans les lacs froids de l'Écosse. Et pourtant, j'y tenais, tout simplement, pour avoir un semblant de normalité, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, bah, je prends une douche tous les jours. Donc être dans la nature pour moi, c'est aussi être voilà, dans une vie dans laquelle je souhaite maintenir des réflexes quotidiens. Donc pour Mhm. moi, la toilette, c'est tous les jours aussi. Donc oui, ce manque de contraintes, on le ressent partout dans la société aujourd'hui. Et j'ai envie de vous dire, en plus, je suis enseignant, donc je vois des élèves de collège devant moi tous les jours de la semaine. Et je vois à quel point la contrainte devient un problème mais sidéral.
Hmm. Bon, je vais pas m'étendre sur les Oui, devoirs venez qu'on de donne à nom. la maison, apprendre les leçons, surtout que depuis la rentrée, ils doivent tous porter un masque, ils doivent respecter des gestes barrières, et on sent que dans notre société, et là je parle pas que des adolescents, hein, mais on a l'impression qu'on s'achemine vers une société où tout est dû et où rien n'est mérité. Je suis entièrement d'accord avec vous. Ouais. Et c'est l'humilité que peut apporter le bushcraft à mon sens. Et par rapport à ça, je vous suis à 100%. Ouais. Voilà, et c'est aussi une question de responsabilité finalement. Quand on, quand on réfléchit vraiment à ce que l'on souhaite faire de sa vie, ou du moins comment est-ce qu'on pourrait améliorer son existence, si on ne prend pas de responsabilité, ne, si on ne se lance pas dans une action volontaire de notre part, on sera un éternel passager au lieu d'être le navigateur de notre vie. Et ça, la personne qui en parle le mieux, alors c'est un anglo-saxon qui s'appelle Jordan Peterson, qui a écrit, alors en français ça doit s'appeler 12 lois pour la vie, ou un truc comme ça, ou 12 règles pour la vie, 12 Rules for Life en anglais, et voilà, qui est un excellent motivateur pour passer à l'action, parce que je pense que dans notre société, puisque tout peut nous être donné, voilà, on reçoit le divertissement par Internet ou par les ondes, on peut recevoir notre repas par un livreur. En fait, on peut déléguer toutes les tâches qui nous sont essentielles dans la vie. Et le problème, c'est que si, à mon sens, hein, en tout cas, hein, comme je dis toujours, c'est que mon avis personnel, ça n'engage que moi. À mon sens, si on veut vraiment vivre une vie épanouissante, c'est là qu'il faut prendre des responsabilités et oser se lancer dans certaines actions. Et en tout cas, c'est ce que le bushcraft, moi, m'a apporté, puisque vous m'auriez dit, quand j'avais, je sais pas, 12 ans, 14 ans, ah, tu vas aller camper dans les bois, tu vas manger des plantes, tu vas faire caca et t'essuyer avec des feuilles d'arbres, tu vas traverser l'Écosse, l'île de Madère, tu vas aller en Norvège, etc. Euh, j'aurais jamais signé le contrat. Et petit à petit, pourtant, voilà, j'ai pris confiance en moi, et aujourd'hui, je suis très content de ce que je suis capable de faire dans les bois. C'est-à-dire que j'en suis à un stade où je me sens à l'aise dans les bois, quelle que soit la saison, quelle que soit la météo, quel que soit le matériel que j'ai avec moi. Je sais que, bah voilà, il peut m'arriver quelque chose, à la limite, je trouverai une solution, et on gagne en confiance en soi, on gagne en autonomie, et on gagne en responsabilité, puisque désormais, quand je vais me balader dans les bois avec des amis ou avec ma famille, bah, je sais que même s'il y a de la contrainte, même s'il y a un imprévu, on pourra trouver une solution, quoi. Alban, merci beaucoup. C'était génial, très, très, très instructif. Merci pour votre Euh, invitation, c'est je toujours un vous, plaisir. je vous laisse conclure si jamais vous vouliez rebondir sur quelque chose ou parler peut-être d'un stage ou d'une publication à venir. Non, bah, comme je l'ai dit, hein, le bushcraft, faut vraiment pas voir ça comme quelque chose de compliqué. C'est-à-dire que on est vraiment dans, j'ai presque envie de dire, dans l'image d'Épinal du scoutisme, quoi. C'est qu'on essaye d'être à l'aise dans les bois. Donc, moi, je souhaite vraiment que n'importe quel parent puisse transmettre à sa progéniture, voilà, quelques plantes utiles, médicinales, ou juste montrer à un enfant comment on allume un feu. Ça, c'est une activité qui est extrêmement stimulante. Vous n'aurez même pas besoin de leur promettre d'acheter tel ou tel jouet, etc. Il se lancera dedans de lui-même. Et je pense que vraiment, ça peut apporter beaucoup en termes d'humilité, justement, en termes de responsabilité, en termes d'apaisement aussi, puisque ça nous force à passer du temps dans les bois. Et voilà, bon, au niveau des stages, pour le moment avec le Covid, etc., c'est un peu compliqué. Et puis de toute façon, vous l'avez compris, je ne suis pas un professionnel des stages, j'en ai pas besoin pour payer mes factures.
Par contre, voilà, j'essaye de proposer le plus de contenu possible de façon gracieuse sur Internet. Donc il y a une chaîne YouTube, j'ai 2 podcasts, j'ai un blog sur lequel j'écris des articles qui sont en accès libre, tout ça pour pouvoir proposer de la connaissance aux gens. La seule chose que parfois je demande aux gens en échange, c'est d'aller chez un libraire pour essayer de faire marcher le commerce local déjà, et de commander un de mes livres. Il y a une sélection, bon voilà, il y en a quelques-uns désormais, il y en a d'autres qui vont arriver l'année prochaine. Vous commandez juste un de mes livres, ça me fait pas gagner beaucoup d'argent, mais ça me fait Oui, non, je extrêmement pense pas. plaisir de savoir que l'ouvrage peut être utile, utilisé, et que ça permet d'ouvrir de nouvelles portes de connaissances pour les gens. Et c'est peut-être aussi une façon de vous dire merci pour toute la connaissance partagée. Voilà, alors oui, puis je précise aussi, j'incite pas aux dons sur PayPal, Patreon, toutes ces plateformes-là de monétisation. Voilà, j'ai vraiment commencé à faire ça par plaisir, à partager tout ça par plaisir, et j'essaie d'éviter le côté un peu saltimbanque, si vous voulez, de recevoir une petite pièce à la fin de la vidéo. Je préfère que les gens, voilà, puissent Amusez-vous. commander un livre et avoir vraiment quelque chose en échange d'une modeste, vraiment très modeste rémunération, quoi. Mm. Merci beaucoup, Alban. Merci à vous. Mes chers découvreurs, merci à vous également et restez curieux et libres.